Les États-Unis évoquent aujourd'hui pour la toute première fois la responsabilité de la Russie, précisément de responsables russes dans l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a-t-il vraiment ordonné cet empoisonnement de l'opposant russe? On en parle avec Éric Denessé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, on va commencer par une première question que tout le monde se pose. La Russie est-elle vraiment derrière cet empoisonnement, comme le dit cet hôpital de Berlin et l'Allemagne? Enfin, en tout cas, l'Allemagne dit que c'est un empoisonnement. Tous les regards se tournent vers Moscou. Quel est votre avis? Alors, la Russie, oui, mais qui en Russie? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est les services russes? Ou est-ce que c'est le monde mafieux? Aujourd'hui, quand on réfléchit un peu en se disant à qui profite le crime, quels sont les avantages qu'en tire Poutine, force est de constater que ça n'a absolument aucun sens en fonction de l'importance tout à fait relative que représente Navalny dans les élections. Poutine est sûr d'être réélu. Les services russes ne font pas des erreurs comme ça. Ils n'auraient pas utilisé une deuxième fois le Novichok, si tant est qu'ils l'ont utilisé la première fois par ailleurs. Et donc je crois qu'il faut beaucoup plus regarder vers des pistes mafieuses. Navalny ayant été à deux doigts de faire des révélations, ça a probablement déplu un certain nombre de personnes dans le monde politique, peut-être même dans l'entourage du Kremlin lui-même, mais ce n'est pas du tout plausible d'accuser de manière aussi facile, aussi radicale Vladimir Poutine. C'est un narratif construit de toutes pièces. Ouais, et ben on va prendre la direction de Moscou, en Russie, où se trouve le correspondant de France 2, notre partenaire Luc Lacroix. Bonsoir Luc. Tout le monde ne connaît pas forcément Alexeï Navalny. Éric Denessé vient de commencer à en parler. On sait qu'il est souvent arrêté lors de rassemblements, notamment anticorruption. Qui est-il vraiment ? Alors, Alexeï Navalny, il est souvent décrit comme l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, et il fait partie de cette opposition non systémique, non parlementaire. Il s'est présenté à la mairie de Moscou il y a maintenant quelques années. À l'époque, il avait un peu surpris tout le monde en faisant un score de 23%. Son audience au niveau national, elle est plus faible. Aujourd'hui, le principal de son activité, c'est sa fondation de lutte contre la corruption qui mène des enquêtes sur tout un tas, dans tout un tas de régions de Russie et sur tout un tas d'abus qu'il peut y avoir, des enquêtes qui sont souvent solides, qu'il publie ensuite sur une chaîne YouTube et qu'il présente lui-même. Donc c'était aujourd'hui ça le principal, la majorité de son activité. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses enquêtes, c'est pour ça qu'il était à Tomsk en Sibérie, et c'est en revenant de cette enquête qu'il a eu ses problèmes de santé dans l'avion. Restez avec nous, Luc, on vous retrouve tout à l'heure pour voir comment cette affaire est perçue, notamment en Russie, dans les médias et au sein de la population. Éric Denessé, justement, Luc parlait de cet instant où il a été empoisonné. Vous parliez du Novichok. C'est pas non plus un produit anodin, hein. On se croirait dans un film, mais c'est très très compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire. On n'arrive pas comme ça en mettant une petite poudre ou un liquide dans un thé. Ça demande quoi, ça, vous qui êtes spécialiste en renseignement? Il faut expliquer deux choses. D'abord, à la fin de la guerre froide, énormément de matériel, de savon, d'armement, de formules chimiques de l'ex-Union soviétique ont disparu, où les chercheurs et les scientifiques sont partis eux-mêmes à l'étranger. Donc, parce que c'est du Novichok, dire d'office ce sont les Russes, c'est quelque chose qui est erroné, parce que tous ces produits-là ont diffusé. Deuxième chose, quand on connaît les façons d'agir des services russes, très souvent, quand il veut faire quelque chose et quand Poutine veut éliminer un adversaire, il va le confier à son grand ami Kadyrov, qui lui-même va envoyer ses Tchétchènes pour l'éliminer par balle. Très honnêtement, ils ne perdent pas du temps à utiliser du Novichok dont les effets ne sont pas sûrs. D'ailleurs, on le voit bien, que ce soit sur Skripal ou sur Navalny, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut rappeler ça. Donc ce Novichok, par ailleurs, effectivement, il y en a toute une série de formules. C'est un peu comme les Covid, hein. Il y a plusieurs types. C'est un agent neurotoxique. Voilà, donc on n'a pas aujourd'hui les éléments dont disposent les Allemands. Il ne s'agit pas de nier que Navalny était empoisonné. Il vient évidemment, toujours de sortir, mais il y a quand même de très fortes chances que dans l'ensemble de ces poisons et de ces armements qui sont un peu partis dans la nature, les oligarques et les mafias en aient récupéré pour leur usage personnel. Éric Denessé, justement, tout à l'heure, vous avez dit que ça a déjà été utilisé par la Russie. Novichok, vous pensiez à quelle affaire? Non, je disais, si tant est qu'il l'ait fait, je pensais à l'affaire Skripal, effectivement, sur lesquelles les Britanniques ne nous ont jamais donné les preuves publiques de la responsabilité russe. Alors, l'élimination par un empoisonnement d'un rival, un procédé ancien, en tout cas, semble-t-il, du pouvoir soviétique. On va voir quelques rappels avec Mevalo. L'affaire Navalny, c'est comme une plongée dans un polar au relent de guerre froide. Un opposant russe en soins intensifs après avoir bu quelques gorgées de thé et tous les regards se tournent vers le Kremlin, sommé de dire la vérité. Nous n'avons rien à cacher. Je rappellerai une fois de plus que dès qu'Alexeï Navalny s'est senti mal à bord de son vol, des mesures immédiates ont été prises.
Pourtant, Berlin est catégorique. Le célèbre rival du président russe, transféré depuis la Sibérie, a bel et bien été empoisonné, et pas avec n'importe quel poison. Le Novichok, une molécule mise au point ici à Moscou pendant l'ère soviétique. C'est le même agent toxique qui a failli tuer Sergueï Skripal en Angleterre. En mars 2018, l'ex-agent double russe et sa fille sont retrouvés inconscients sur un banc d'un centre commercial à Salisbury. Hospitalisés, les analyses révèlent un empoisonnement au Novichok. 2 agents du renseignement militaire russe sont identifiés comme suspects. Pour Londres, Skripal paye alors les services rendus au renseignement britannique. Des accusations balayées d'un revers de la main par le président russe. C'est une approche politisée et russophobe. S'il n'y avait pas eu Skripal, les Occidentaux auraient imaginé autre chose. L'objectif est simple, freiner le développement de la Russie. Le complot anti-russe serait selon Moscou aussi à l'origine de la longue agonie et de la mort d'Alexandre Litvinenko en 2006 sur le sol britannique encore une fois. Cet ex-agent des services secrets russes et opposant au Kremlin en exil aurait été empoisonné au polonium-210, une substance radioactive très toxique produite elle aussi en Russie après avoir bu du thé. 2 anciens agents du KGB sont soupçonnés. Comme pour l'affaire Skripal, Londres n'obtiendra pas leur extradition. Moscou n'empoisonnerait pas seulement des opposants ou ex-agents russes. En 2004, Viktor Yushchenko est candidat à la présidence en Ukraine face aux favoris de Moscou. Il tombe tout d'un coup gravement malade. Des médecins viennois concluent à l'empoisonnement à la dioxine. Le chef d'État ukrainien survit, mais il est à jamais défiguré. Le poison, une arme utilisée depuis la nuit des temps, serait-il aussi devenu une signature de la Russie de Vladimir Poutine ? Luc Lacroix à Moscou. Luc, on vient d'entendre Vladimir Poutine qui parle d'attitude russophobe. Il y a notamment ces accusations des États-Unis. La russophobie, c'est ce qui est partagé au sein de la population et des médias russes ? Alors aujourd'hui, il y a vraiment une vraie fracture au sein de la population russe à ce sujet-là, parce qu'il y a d'abord le pouvoir qui dit non seulement c'est pas nous, mais il n'y a même pas eu d'empoisonnement, et donc il y a toute une frange de la population qui dit non, on ne peut pas croire à ça, il y a eu un empoisonnement, c'est le pouvoir finalement nous ment. Et puis il y a quand même des gens qui croient ça, qui voient que effectivement ça crée des tensions internationales, ils disent que ça profite finalement à cet Occident qui est parfois vu ici comme un ennemi, et qui disent de toute façon ce Navalny il gênait pas Poutine, pourquoi est-ce que Poutine aurait fait ça? Donc il y a vraiment une fracture au sein de la population à ce sujet-là. Merci Luc. Dernière question pour vous, Éric Denessé, à qui profite le crime ? Écoutez, je pense que le crime profite pour l'instant aux Américains qui veulent mettre un terme au projet Nord Stream 2. Il faut aussi revenir un petit peu sur... En Norvège, oui, il faut aussi revenir sur la géopolitique allemande. Il faut rappeler que les Américains ont retiré 1/3 de leurs effectifs en Allemagne de l'Ouest, qui finalement a un petit peu surpris Angela Merkel, qui du coup, depuis quelque temps, se fait en termes de discours extrêmement pro-américaine, beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais été. Et donc, dès que cette affaire a émergé, on a vu le président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, on a vu son successeur putatif à la tête de la CDU et elle-même prendre des positions sans aucun élément tangible, à mon sens, pour affirmer que c'était Poutine et le Novichok. Donc je pense aussi qu'il faut essayer de décrypter cette situation qui est extrêmement complexe et ne pas se contenter du narratif évident que l'on nous sert. Ouais. Je ne sais pas si Luc est toujours avec nous à Moscou ou pas, peut-être. Non, Luc nous a quittés. Alors, Luc était là. Juste, Luc, une question. Il y a la menace des sanctions qui sont brandies contre la Russie. On parle du rouble qui s'effondre. Est-ce que ça peut peser dans la balance, cette affaire ? Vous savez, ici, il y a déjà des sanctions depuis 2014, et c'est pas ce qui a fait plier la Russie de Vladimir Poutine. Bien au contraire, il a utilisé ça comme un levier patriotique, finalement, pour dire regardez, nous avons récupéré la Crimée, et face à nous, nous avons l'Occident. Donc je ne sais pas si des sanctions pourraient affaiblir la position de Vladimir Poutine. Éric Denessé, sur cette question ? Non, je suis entièrement d'accord pour me rendre régulièrement en Russie. C'est le discours d'ailleurs que tiennent beaucoup des gens de la rue et des élites dirigeantes en disant nous sommes une société très résiliente, il y a tellement longtemps qu'on a l'habitude de vivre sous sanctions, on peut tenir. Alors malgré tout, année après année, la situation est toujours plus difficile, mais comme le disait Luc Lacroix, ils ne plieront pas. Merci beaucoup Éric Denessé d'avoir répondu à nos questions, et merci à vous Luc Lacroix en direct de Moscou.